Bonjour. Euh, on va voir aujourd'hui l'utilisation d'un moteur asynchrone en génératrice. Donc, cette génératrice, elle est très utilisée dans beaucoup de centrales électriques et en particulier donc elle est utilisée dans la majorité des éoliennes. Donc, avant d'entamer l'exercice qui va nous montrer les caractéristiques de cette génératrice, on doit revoir un petit peu quelques notions sur le moteur asynchrone. D'accord? Donc, parmi les caractéristiques les plus importantes d'un moteur asynchrone, on peut citer le glissement. Donc, le glissement, comme on sait, il s'exprime en relation relative par la formule G est égal à ns moins n sur ns. Avec ns, c'est la vitesse de synchronisme et n, c'est la vitesse de rotation du rotor. G, bien sûr, ici, c'est le glissement. Il est donné relativement en pourcentage. D'accord? Avec, bien sûr, n'oublions pas que ns, c'est quoi? C'est la fréquence de synchronisme, ou bien la vitesse de synchronisme, est égale à la fréquence du réseau sur le nombre de paires de pôles. D'accord? On va prendre un cas particulier pour discuter un petit peu sur les cas usuels de ce glissement. Soit un moteur bipolaire. Un moteur bipolaire. Exemple, donc on a le moteur bipolaire, ça veut dire ça, ça veut dire que 2P est égal à 2. On va prendre une fréquence de réseau qui est égale à 50 Hz et ce qui va nous donner, bien sûr, une vitesse de synchronisme ou bien une fréquence de synchronisme qui est égale, ns est égal à 50 tours par seconde. Ce qui nous donne une vitesse en tours par minute de 3000 tours par minute. D'accord? On va essayer de prendre des cas particuliers que peut prendre ce glissement. Donc, le premier cas, c'est lorsque le moteur il est bloqué. C'est le cas général, si on veut le prendre au démarrage. Au démarrage, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la vitesse, elle est nulle. ns, plutôt n est égal à 0 tours par minute. Donc ça veut dire que 3000 moins 0 sur 3000, ça donne 1. Donc ça va nous donner 100%. Donc au démarrage, ou bien lorsque le moteur est bloqué, le glissement est de 100%. Attention, on sait que les pertes joules rotoriques sont proportionnelles au glissement. Et donc, les systèmes de protection ici doivent entrer en jeu pour arrêter le moteur lorsqu'il est bloqué, sinon on va le griller. Donc on passe à un autre cas. Donc lorsque le moteur est en marche normale, puisque ici la vitesse de rotation est de 3000 tours par minute, la vitesse de synchronisme, pardon, on va considérer une vitesse de rotation de 2850, ce qui va nous donner 3000 moins 2850 sur 3000, ça va nous donner un glissement normal ici de 5%, et c'est le cas normal pour ce type de moteur. D'accord? On sait que le glissement, ça doit être dans ces marches 3%, 4%, 5%, 6%,
un grand glissement, ça provoque des pertes joules excessives dans le rotor et le fonctionnement du moteur ne sera pas normal. On continue. Donc, on va prendre un autre cas. Quel cas? Le cas de marche synchrone. Qu'est-ce que ça veut dire marche synchrone? Lorsque le moteur tourne à une vitesse qui est pratiquement égale ou à peu près égale à la vitesse du synchronisme. On va prendre ce cas-là. Ce cas-là, ça va nous donner, par exemple, le moteur, il tourne à 3000 tours par minute. Donc, le glissement, il sera ns moins n sur ns. 3000 moins 3000 sur 3000, ça donne 0%. Donc, ici, la marche synchrone, lorsque le moteur il est soit à vide, soit il est entraîné par un autre moteur. Donc, on dit ici que lorsque le moteur tourne à vide, la vitesse de rotation, il tend vers la vitesse de synchronisme. Et c'est pour cela que le glissement, il tend vers 0. Et par conséquent, les pertes joules rotoriques tendent également à leur tour à 0. On prend un autre cas de marche à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La marche à l'envers, on l'appelle également marche à contre-courant. Le cas d'un moteur lorsqu'il est entraîné à l'envers par un autre moteur ou par sa propre charge. Par exemple, un moteur d'un treuil qui doit soulever un poids ou bien une charge. Et lorsque le poids il surmonte la puissance du moteur, il va l'entraîner à l'autre sens de rotation. Et on aura ici une vitesse qui est négative. Par exemple, on va prendre EK moins 600 tours par minute. Donc, ce qui va nous donner 3000 moins 6000 sur 3000, ça va nous donner un glissement de 120% qui dépasse les 100%. Et c'est également un cas qui est grave pour le moteur. Donc, les systèmes de protection doivent intervenir immédiatement pour arrêter le moteur, sinon le moteur il va être grillé. Et on passe au dernier cas. Quel est ce dernier cas? Ce qu'on appelle la marche en hypersynchronisme. Qu'est-ce que ça veut dire la marche en hypersynchronisme? Ça veut dire que ici, le moteur est entraîné par un autre moteur ou bien sa propre charge à une vitesse supérieure à la vitesse du synchronisme, mais dans le même sens. Dans le même sens. On prend le cas d'un moteur, de ce moteur-là, toujours 3000, qui a une vitesse de synchronisme de 3000 tours par minute. Donc, mais lorsqu'il est entraîné à 3150 tours par minute, on va obtenir un glissement qui est de 3000 moins 3150 sur 3000, ça va nous donner un glissement de moins 5%. Ici, particulièrement, le glissement, elle est négative. Qu'est-ce que ça veut dire négative? Ça veut dire que le rotor, il va débiter une puissance donc, qui va être transmise dans le stator au réseau ou bien à la charge. Donc, c'est le cas, ce cas-là, c'est le cas particulier dans lequel on utilise le moteur comme génératrice. Donc, un moteur asynchrone est utilisé comme génératrice lorsqu'il est entraîné par un autre moteur et qui est entraîné dans le même sens de la vitesse de synchronisme, mais cette vitesse de rotation
doit dépasser légèrement cette vitesse de synchronisme pour nous donner un glissement négatif. Et dans ce cas, on entre dans le cas du fonctionnement d'une génératrice. On va voir ça sous forme d'un exercice. Dans le cas, lorsque le moteur est utilisé en génératrice, il s'agit toujours d'un moteur usuel, un moteur à cage par exemple. Le problème ici, c'est que dans cette démarche-là, le moteur aura besoin de quoi? D'une puissance ou bien de l'énergie réactive pour l'aimantation de son circuit magnétique. Donc, cette énergie réactive, il va l'obtenir soit à partir du réseau dans lequel il est lié, et si on veut l'utiliser comme une génératrice autonome, on doit, dans ce cas, utiliser une batterie de condensateur qui doit nous fournir cette énergie réactive nécessaire pour la magnétisation du circuit magnétique de notre génératrice. Donc on va voir ça sous forme d'un exercice. Donc on va lire l'énoncé pour bien sûr donner un exemple sur l'utilisation d'un moteur asynchrone en génératrice. Donc on suit ce qu'on dit comme énoncé. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un moteur asynchrone triphasé de puissance 22 kW, de vitesse nominale 1465 tours par minute et de tension nominale 400 volts. Bien sûr, on veut l'utiliser sous une fréquence de 50 Hz. D'accord? Le courant nominal de ce moteur-là, il est de 38 ampères. Son facteur de puissance est égal à 0,85. On veut utiliser ce moteur comme génératrice asynchrone. Le facteur de puissance 1, cos phi est égal à 1, en lui ajoutant une batterie de condensateurs. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on va l'entraîner par une turbine hydraulique. Donc cette turbine hydraulique, c'est elle qui va nous apporter cette énergie mécanique qui va être transformée en énergie électrique par cette génératrice asynchrone. On demande la capacité requise des condensateurs branchés en triangle. D'accord? Donc, quelle est la capacité requise branchée en triangle? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer le moteur comme une génératrice asynchrone autonome. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il est qu'il n'est pas donc il va être utilisé d'une manière isolée à tout réseau. Et voici sa charge et voici la batterie de condensateur qu'on va utiliser. La batterie de condensateur qu'on va utiliser. La question ici, quelle est la capacité de chaque condensateur utilisé dans cette batterie? Bon, lorsque la machine fonctionne en moteur, quelle était sa puissance apparente? Donc la puissance apparente
la puissance apparente du moteur est égale à quoi? C'est S est égal à la racine carrée de 3 fois la tension d'alimentation fois le courant nominal. Si on fait l'application numérique, 1,73 fois 400 fois 38, ça va nous donner 26 296 voltampères. Donc ça, c'est la puissance apparente consommée par le moteur lorsque la machine fonctionne comme moteur. D'accord? Donc, dans le même raisonnement, la puissance active du moteur lorsque la machine fonctionnait comme moteur, Cp, est égal à la puissance apparente fois son facteur de puissance. Donc, c'est égal à 26 000 plutôt 296 fois 0,84, le facteur de puissance du moteur, ce qui va nous donner quoi? Il va nous donner 22 351,6 watts. D'accord? Maintenant, ce travail-là, il va nous amener à déterminer quelle est cette puissance réactive nécessaire pour le fonctionnement de cette génératrice. Donc, on va déterminer maintenant quelle est la puissance réactive nécessaire. Donc, comme on a dit, la puissance réactive nécessaire pour cette machine-là, on la calcule à partir de la puissance réactive du moteur. Donc, lorsqu'on va l'utiliser comme génératrice, on doit également avoir besoin de la même quantité de VAR que pour le moteur. Donc, ça va nous donner S au carré, la puissance réactive, c'est la puissance apparente au carré moins la puissance active au carré, le tout sous la radicale, ça nous donne 13 852,27 VAR. D'accord? Maintenant, lorsqu'on va utiliser cette machine comme génératrice, d'accord? Donc, lorsqu'on va l'utiliser comme génératrice, chaque condensateur doit fournir le 1/3 de cette puissance réactive qu'on vient de calculer. Puisqu'on a ici 3 condensateurs, chaque condensateur va contribuer de sa part du 1/3 de la puissance réactive totale. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la puissance réactive, ici, c'est le 1/3, ici, c'est le 1/3, ici, c'est le 1/3. On va faire le calcul. Donc, ce qui va nous donner une puissance réactive par phase, on va l'appeler QC. Donc, puisque chaque condensateur il va nous donner une quantité de puissance réactive qu'on va appeler QC, ça va être le Q total sur 3. Si on fait l'application numérique, ça va nous donner 13 852,27 divisé par 3, ce qui va nous donner 4 617,42 VAR. D'accord? Chaque condensateur, il va nous livrer 4 617,42. Et vu que chaque condensateur, comme on a vu, sur chaque condensateur, on applique une tension de 400 volts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension est égale à 400 volts, la tension
appliquée au bord de chaque condensateur. Ici, on va avoir une réactance par condensateur, la réactance QC, qui va être U au carré sur QC. La tension au carré sur la puissance réactive, ça va nous donner XC, ce qui va nous donner, si on fait l'application numérique, ça va nous donner une réactance de quoi? De 34,65 ohms. 35. Donc, connaissant la réactance, et vu qu'on doit utiliser cette génératrice avec une fréquence de 50 Hz, on peut facilement déterminer la fréquence ou bien la capacité de ce condensateur. Donc, on fait l'application numérique. Donc, comme on a dit, ici, la réactance XC est égale à 1 sur 2pi F fois C. Avec F, c'est la fréquence et C, c'est la capacité du condensateur. Donc, C est égal à 1 sur 2pi F fois XC. On a F est égal à 50 Hz. C, on vient de le calculer, c'est 34,65 ohms, ce qui va nous donner une capacité par condensateur qui est égale à 91,91 microfarad. Donc ça, c'est la capacité requise pour utiliser ce moteur comme génératrice dans les conditions données. D'accord? On passe à une deuxième question. Donc la question 1, c'était quelle est la capacité requise des condensateurs branchés en triangle. Donc ces condensateurs-là, on vient de le faire. Maintenant, on passe à la deuxième question qui dit que la vitesse de la génératrice en pleine charge. La vitesse de la génératrice en pleine charge. D'accord? Comme on a vu dans l'introduction, on a dit que pour qu'un moteur fonctionne comme génératrice, il faut que le glissement soit négatif et et la vitesse de rotation tourne dans le même sens que celui du champ magnétique tournant. D'accord, on va essayer de répondre à cette question. Donc, pour le moteur, la vitesse du glissement est, si on prend G est égal à NS moins N sur NS, alors la vitesse de glissement qui est égale à delta de N est égale à NS moins N, et également G fois NS. L'application numérique, on va trouver que delta de N, ce qu'on appelle la vitesse du glissement, est égale à 1500 moins 1465, ça donne 35 tours par minute. Donc ici, le glissement, il est positif. Donc, pour utiliser cette machine en génératrice, on doit garder la même vitesse de glissement, mais avec un glissement négatif. Donc, on va utiliser la même vitesse de glissement, mais avec un glissement qui est négatif. On fait ça. Donc, pour la génératrice, on sait que G est inférieur à 0, ce qui veut dire que cette vitesse de glissement aura la même valeur
en mode valeur absolue, mais à qui on ajoute le signe moins, ça veut dire que ici, que la vitesse de rotation elle est supérieure à la vitesse de synchronisme. Donc si on fait le calcul, on va obtenir delta de n, c'est ns comme on sait moins n, ce qui veut dire que n est égal à n moins delta de ns. Si on fait l'application numérique, on va avoir 1500 moins 35, ce qui va nous donner une vitesse de rotation de 1535 tours par minute. Donc cette génératrice doit tourner à 1535 tours par minute pour bien sûr donner une tension 400 volts, 50 Hz qui va être appliquée à la charge. Donc notons que cette génératrice synchrone, elle est en général utilisée pour des puissances qui ne dépassent pas les 1 MW. Sinon, c'est l'alternateur qui sera économiquement et techniquement avantageux. Donc, on utilise dans la plupart des cas un moteur asynchrone standard à cage. Donc, si on l'utilise avec un réseau, on peut ne pas utiliser une batterie de condensateur, mais si on veut l'utiliser exclusivement d'une manière autonome, on doit strictement utiliser une batterie de condensateur qui a pour but, comme on a dit, d'apporter cette énergie réactive nécessaire à l'alimentation du circuit magnétique de cette machine. Donc, à bientôt.